Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon le lieu d'où vous nous recevez et merci une fois encore d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce 26 juillet 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de cette délégation nigérienne qui a foulé le sol béninois au cours de cette semaine et qui était chez Talon. L'espoir est-il permis pour la normalisation enfin des relations entre nos deux pays? Les débatteurs vont tout à l'heure se prononcer sur ce sujet, mais après, nous parlerons de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 7e mandature qui a été installée, les défis qui attendent Édouard Loko. Nous aborderons donc ce sujet avec les analystes politiques. Pour en parler, ils sont déjà sur ce plateau. Oui, ils sont deux. Je vais vous les présenter dans un court instant. À ma droite, lui, ça fait plusieurs mois qu'il a encore mis les pieds dans ce studio pour participer à ce forum. Oui, ce sont ces nouvelles occupations qui l'obligent ainsi à ne pas être disponible. Il a non Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, chers confrères. Sergino Lokossou, vous étiez surpris de l'évolution des travaux à Kassato, des travaux Misesinto à l'ADA. Vous avez vu que les choses ont avancé. C'est ce qui montre que quand même vous avez mis beaucoup de temps à revenir ici. Exactement. Et je vois que le gouvernement est travaillé pour vous, enfin pour le peuple. Pour nous, on va dire ça comme ça. On dirait Abidjan. Je pense que c'est quand même encourageant. Et d'ici à là, la dégradation observée sera un vieux souvenir, on va dire ça comme ça. Mais les travaux évoluent. Je pense que c'est le lieu de féliciter encore le gouvernement qui fait des pieds et des mains pour offrir à la population des routes, parce qu'aucun développement, et comme l'a dit un ancien président de ce pays, la route du développement passe par le développement de la route. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut quand même encourager ce qui est fait. Et tout ce qui se fait de bon dans la République, il faut quand même avoir le recul nécessaire pour apprécier, pour encourager et pour quand même souhaiter que ça évolue et que ça avance dans le pays. C'est ce qu'on va souhaiter. En face de Sergino Lokossou, analyste politique, Stéphane Arinoukhosou, analyste politique également. Bonjour, bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Bonjour Mauril, bonjour Sergino, bonjour aux amis internautes et téléspectateurs qui ont du plaisir à nous suivre et à prendre le rendez-vous de tous les week-ends. Sans transition, on va aborder le premier sujet de cette émission, une délégation nigérienne chez Talon. L'espoir est-il permis pour la normalisation enfin des relations? Vous le savez, Sergino Lokossou, Stéphane Arinoukhosou, une forte délégation nigérienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed, était au palais avec le chef de l'État pour échanger. Plusieurs sujets ont été abordés, dont vous avez vent. C'est Sergino Lokossou, de quoi, cette délégation a eu à échanger avec le président de la République, avec le président de la République qui était entouré des anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soklo, Thomas Boniyahi et d'autres personnalités béninoises au palais de la Marine. Je crois que c'est ce qu'on va souhaiter. On dira que c'est la médiation des anciens présidents Nicéphore Soklo et Thomas Boniyahi qui est en train de porter ses fruits. Parce que, et comme le dit le proverbe, que le mal l'emporte quand les hommes de bien se taisent. Et donc, ils ont voulu, ces anciens présidents, ils ont décidé de façon unanime, spontanée, de comprendre ce qui ne va pas et de porter leur médiation, d'apporter leur aide aux deux pays pour la résolution de cette crise. Et on a compris qu'après leur retour du Niger, le président du Niger a envoyé une délégation au Bénin pour toujours le dégel de la situation, parce que déjà, c'est une situation qui
envenime les relations entre les deux pays. Et quand ça arrive comme ça, quand deux éléphants se battent, ce sont les Zèbres qui en souffrent. Oui. Et les Zèbres ici, ce sont les peuples béninois et du Niger également. Et donc je pense que cette délégation, le menu de la rencontre, vous le connaissez très bien, c'est déjà le blocus imposé par le Bénin et après ça, la prétendue la présence d'une base militaire française au Bénin. Donc je pense que sur les deux sujets, la délégation nigérienne est sortie très satisfaite parce que le Bénin, la partie béninoise, a fourni quand même des éléments d'explication assez convaincants à cette partie nigérienne. Et au sortir de cette rencontre, ils ont quand même eu cette satisfaction. Et le Bénin a montré sa bonne foi en demandant d'envoyer une délégation pour aller vérifier si effectivement il y a une base militaire. Et d'ailleurs, les Français ne cachent pas ça. Là où ils ont des bases militaires, ils l'ont dit, les Français, ils ne l'ont pas caché. Ils ont dit qu'il y a une base militaire en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays du continent. Et donc, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux. C'est ce qu'on voulait parce que entre les deux pays, entre le Niger et le Bénin, c'est quand même une relation de vieille date, une relation historique, sociologique également. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin et le Niger ont tout à gagner en restant ensemble, ont tout à gagner en conjuguant au passé. Et cette crise qui a quand même causé d'énormes dégâts entre les peuples, entre les transporteurs béninois et nigériens, entre ceux-là, entre le commerce, on va dire, entre ces deux pays. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les peuples, on va dire ça comme ça. Au-delà des peuples, je pense que les gouvernants africains ont compris que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, c'est quand même la négociation qui prime. Et quand il y a division entre deux frères, c'est la table de négociation, ce que nous appelons l'arbre. Et donc, nous sommes en Afrique et on n'a pas... ces valeurs existent, ces valeurs traditionnelles existent toujours en Afrique. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut surfer sur ces valeurs. Et je pense que c'est le lieu de saluer également la médiation des anciens présidents de la République. Et je crois un média, un journal a écrit « Pourquoi ne pas instaurer un haut conseil des anciens présidents ?» Je pense que la chose... elle n'est pas mauvaise. Donc, ce qu'on va souhaiter, c'est que dans de pareilles circonstances, qu'on ne laisse pas la crise évoluer avant de trouver les solutions. Il faut quand même que ceux-là qui puissent agir, qui puissent parler et qui peuvent intervenir dans des crises pour que ces crises trouvent solution, puissent intervenir au plus tôt. Et donc, ce qu'on va souhaiter, c'est que au-delà de cette satisfaction affichée par la partie nigérienne, on va dire ça comme ça, et que des actions fortes puissent sortir les prochains jours, les prochaines semaines pour qu'il y ait une ouverture des frontières, pour que les relations, j'ai dit, qui étaient mal en point, puissent commencer et que le commerce continue, les relations continuent entre le Bénin et le Niger pour que le Bénin ne soit plus un pays et qui fait peur au Niger. Non, je ne pense pas. Et dont le président également fait peur. Donc je pense qu'aujourd'hui, les communications tendant à décrédibiliser le Bénin, tendant à montrer que le Bénin est un mauvais pays, tendant à montrer que le Bénin est un mauvais frère qui veut vendre le Niger. Parce que quand on parle de présence, présence de base militaire française au Bénin, on sait que les relations entre la France et le Niger ne sont pas au beau-fils. Et donc, le Niger a peur du Bénin, a peur de ce que le Bénin pourrait servir la France pour permettre à la France de l'atteindre. Donc je pense que c'est une bonne chose et on ne dira pas assez. On voudrait que les relations entre le Bénin et le Niger reprennent et que les présidents s'entendent au-delà des présidents. Parce que quand vous êtes voisins, quand les voisins ne s'entendent pas, les enfants des voisins ne peuvent pas s'entendre. Et donc quand on est voisin, on doit s'entendre parce que quand il y aura feu chez le voisin, si vous ne vous entendez pas, tu ne peux pas aller intervenir. Et si tu n'interviens pas, le feu risque de venir chez toi. Et donc je pense que nous sommes en Afrique, les valeurs traditionnelles africaines sont ce qu'elles sont et les deux présidents sont conscients de ça. Les anciens présidents sont conscients de ces valeurs et donc c'est pourquoi ils ont voulu jouer à leur carte et c'est en train de payer. Stéphane Hinourassou, pendant plus de 2 heures d'horloge, la délégation nigérienne a échangé avec le président de la République, Patrice Talon, et la présence des militaires français et d'autres points de désaccord entre les deux pays ont été abordés. Et on sait que Sergino a abordé les questions de base militaire, mais ils ont discuté d'autres points. Oui, il faut déjà exprimer notre joie de voir que cette situation tendue, cette situation conflictuelle ait pu
commencer par trouver un début de solution. Et dans la sous-région, la pratique quand deux pays est souvent en conflit, c'est qu'au niveau des chefs d'État, il y a souvent un chef d'État au niveau de la sous-région qui est désigné, un ou deux, pour aller faire la médiation. Mais dans le cas d'espèce entre le Bénin et le Niger, on a constaté que les Béninois ont su tirer dans leur génie intérieur. Et ce sont les anciens présidents qui ont pris le devant des choses et qui sont allés au Niger pour faire le plaidoyer afin que cette crise-là connaisse un dénouement. Et donc c'est avec grande satisfaction qu'on note l'arrivée d'une délégation nigérienne au Bénin. Et au-delà des aspects qui ont été évoqués par Sergino, je trouve que... Je voudrais quand même, oui, il y a aussi les véhicules militaires qui bloqués au port. Au port de Cotonou. Et je trouve que ces échanges qui se sont quand même déroulés dans une ambiance très, très conviviale. Et il faut saluer l'ouverture d'esprit du gouvernement béninois, qui a quand même su réserver un accueil chaleureux à la délégation nigérienne, de manière à le rassurer, pour démontrer à la face du monde que ce qui a toujours été dit du Bénin depuis un certain temps n'est pas quand même vrai, que le Bénin reste... On devient une terre d'hospitalité, voilà, comme le Niger d'ailleurs. Absolument. Donc, il faut féliciter le gouvernement pour cette démarche, pour cette hospitalité, pour cet accueil, et féliciter également la partie nigérienne pour leur ouverture d'esprit, leur disponibilité à échanger. Et donc, on a noté que après les discussions, après les échanges, la délégation nigérienne a quand même exprimé sa satisfaction. Le chef de file de la délégation a dit qu'il est même satisfait au-delà des attentes. C'est donc dire que les échanges ont été purement et simplement concluants. Et donc, on va tout simplement espérer que des actes forts suivent ces échanges. Et l'un des actes forts, c'est déjà l'ouverture des frontières au niveau de la partie nigérienne. Et puis, s'il y a blocus au niveau de leurs véhicules, que le gouvernement fasse les diligences nécessaires pour qu'il y ait des dénouements. Maintenant, nous n'oublions pas également que l'un des... Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui a pu amener la délégation, en fait, la partie nigérienne à baisser garde. Pas parce que depuis tout le temps, ils ont quand même... ils se sont inscrits dans une logique de bras de fer. Je trouve qu'au-delà de la démarche des anciens chefs d'État, il y a quand même le blocus imposé sur l'exploitation au niveau du pétrole, qui quand même a été un élément déclencheur parce qu'ils se sont sentis un peu, bon, pas coincés, mais obligés d'aller à la table de négociation. D'aller à la table de négociation. Donc, c'est clairement dire que après ces échanges, ce qui a été à l'origine de ces discussions, de ces bras tendus, de ces bras de fer, je veux dire, a été quand même éclairci. Donc les deux parties se sont exprimées. La partie nigérienne a pu comprendre ce qui se passait réellement. Et donc je trouve que désormais, il n'y aura plus un climat de suspicion. Il n'y aura plus un climat de suspicion parce que toutes les vérités sont déposées sur la table. Et donc, chacun a pu comprendre ce qui se passe réellement. Jusqu'à ce que le chef de file de la délégation nigérienne a pu dire qu'il est satisfait au-delà des attentes. C'est que tout a été clairement dit et chacun a pu comprendre ce qui se passe réellement. Et donc, le sabotage, la désinformation sur ce qui se passe réellement au Bénin va pouvoir enfin s'arrêter et la tension va baisser d'un cran et on va passer réellement à la normalisation des relations fraternelles, diplomatiques, amicales et sociales qu'il y a toujours eu entre le Bénin et le Niger. Vous avez exprimé votre satisfaction
par rapport à cette rencontre, Stéphane, mais également le quotidien, le matinal d'aujourd'hui a parlé des pommes de discorde et les principales pommes de discorde réglées, et puis la délégation nigérienne satisfaite. C'est un point capital que d'apprendre que cette délégation est bien satisfaite de ces échanges, et vous étiez en train d'en parler. Ça veut dire que tout a été mis sur la table et toutes les questions ont été abordées. Il faut dire quand même que cette délégation n'est pas n'a pas rencontré que le chef de l'État. Cette délégation a rencontré également Abdoulaye Biotchane et le ministre des Affaires étrangères. La délégation a rencontré également la communauté nigérienne au Bénin pour écouter leurs problèmes. Sergino Lokossou, ça veut dire quand même que cette délégation s'est sentie chez elle et que l'image qu'on donnait du Bénin n'est pas véritablement celle que nous sommes, et les Nigériens le savent, et nous-mêmes, on sait qu'au Niger, nous sommes chez nous. Et évidemment, vous allez comprendre que ce qui dégage, la réalité qui se dégage de cette rencontre, c'est que sous l'arbre palabre, les deux parties ont fait fructifier les fruits du dialogue, du vivre ensemble. Et le Niger a compris que le vivre ensemble doit exister entre lui et le Bénin. Et donc, le Bénin aussi a compris. Et les chefs d'État ont compris qu'au-delà de cette division, il faut quand même préserver les intérêts des peuples. Et pour préserver les intérêts des peuples, aller à cette table de négociation, aller à cette rencontre, on ne pouvait pas quand même laisser des non-dits. C'est pourquoi ils ont dit tout ce qui les ont amenés. Ils ont voulu savoir ce qui se passe. Ils ont posé des questions auxquelles la partie béninoise a donné des réponses. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Et ils ont compris que ce qui nous divise n'est pas plus fort que ce qui nous unit ou nous réunit. Donc je pense qu'aujourd'hui, les deux ont compris. Le Bénin et le Niger ont compris qu'il faut quand même s'entendre, il faut quand même normaliser les relations entre ces deux pays pour le bonheur des peuples, parce qu'on n'est pas président pour soi-même, on est président de la République, que ce soit dans un État démocratique ou dans un pays qui n'est pas forcément démocratique et qui aspire à cette démocratie. Il faut quand même que, quand vous êtes dirigeant, vous travaillez pour le peuple. Et ils ont compris que c'est les intérêts du peuple qui comptent. Parce que dans les discours, ils défendent le peuple. Et la meilleure façon de défendre le peuple, c'est de préserver ses intérêts. Et donc, préserver les intérêts du peuple constitue quoi? À trouver des solutions pour un dénouement, pour un dégel de cette crise-là. Et donc, je pense que si la partie nigérienne est sortie satisfaite de cette rencontre, c'est que les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois nous réservent de bonnes surprises, on va dire ça comme ça, l'ouverture des frontières. Et comme l'a dit l'artiste ivoirien, ouvrir les frontières, on pourra s'exclamer un jour, ouvrir les frontières. Je vais vous donner l'étude de quelques messages qui ressortent des impressions donc de certains membres de cette délégation. Dans un premier temps, nous avons abordé le problème sécuritaire. Nous nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde. Cependant, cela doit se faire avec prudence pour éviter que les bandits n'attaquent les convois sur les axes frontaliers. Il est important que tous les pays concernés soient d'accord. Et puis, autre information, autre message, cette mission a atteint ses objectifs. Nous allons retourner à Niamey, ce qui est normal, pour rendre compte aux autorités et voir comment nous pouvons avancer. Nous rendons hommage aux anciens présidents, aux anciens chefs d'État du Bénin, Boni Yayi et donc Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ont œuvré pour la reprise du dialogue. Voilà un peu quelques messages qui ont été délivrés et qui expriment véritablement que cette délégation, elle est satisfaite. Oui, je trouve que c'est... Quand on entend la partie ou la délégation nigérienne elle-même dire ça, c'est que on s'en réjouit. On s'en réjouit, et tout en espérant qu'au-delà des déclarations fortes dont on doit se satisfaire, il doit y avoir les actes qui vont suivre. Parce que le plus important, ce sont les actes. C'est bien la première partie du jeu
est faite. C'est-à-dire qu'on est allé à la table de la négociation, on a sorti toutes les vérités, chacun s'est vidé, on s'est compris. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il faut maintenant passer à l'acte. Et donc, c'est la preuve que quand on est dans un climat de suspicion, il faut en sortir pour aller échanger avec l'autre. Il ne faut pas se fier seulement aux rumeurs. Il ne faut pas se fier aux rumeurs et on ne gouverne pas sur la base des rumeurs. Et donc, le déplacement de la partie nigérienne donne la preuve que tout ce qui se disait n'était que des rumeurs. Ils ont constaté la vérité. Maintenant, dire qu'ils iront à Niamey, ils vont rendre compte d'abord, ils vont rendre compte ce qui est tout à fait normal. On va espérer qu'après ce compte rendu, que des décisions fortes soient prises. Ce que veulent les populations à la base, c'est l'ouverture de la frontière. C'est très important. Et maintenant, l'inquiétude soulevée par rapport au terrorisme, par rapport aux mesures à prendre, je trouve que c'est quand même légitime. Et c'est conjointement avec les forces militaires béninoises que cette sécurisation de nos frontières se fera. Donc, c'est une inquiétude légitime. Il va donc falloir appeler à une coopération, une synergie d'action au niveau des forces militaires, paramilitaires, au niveau de nos frontières, pour barrer, pour faire obstacle à toute velléité de terroristes, je vais dire toute velléité terroriste qui pourrait entraver la fluidité au niveau de nos frontières. Donc on va juste espérer que les tout prochains jours, des actes forts seront menés pour le bonheur des populations. Alors, Stéphane, oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est d'autant plus important, la sécurisation de nos frontières, la sécurité, c'est un droit fondamental de tout citoyen. Et donc, je voudrais que dans l'euphorie de l'ouverture des frontières, que nous ne soyons pas dans l'euphorie de l'ouverture des frontières et laisser les badauds, les bandits, comme ils l'ont dit, filtrer les frontières pour semer du désordre. Donc, je pense que au-delà de cette négociation, c'est de renforcer la coopération militaire entre les deux pays pour faire échec, pour barrer les velléités, comme il a dit, de ces terroristes, parce que les terroristes vont profiter, quand il y a des failles, ils vont profiter pour sévir. Et donc, il faut renforcer non seulement l'ouverture des frontières, mais renforcer la coopération militaire entre les deux pays, l'échange en matière de sécurité pour que la sécurité des personnes et des biens soit effective. Et à vous entendre, Stéphane et Sergino, l'on peut donc se dire que l'espoir est permis pour la normalisation, enfin, des relations. Évidemment, l'espoir... Nous revenons de très loin. Exactement, l'espoir est permis parce que chaque dirigeant a pris en compte les intérêts, comme je l'ai dit tantôt, les intérêts des deux peuples. Et en bonne intelligence, ils vont quand même, les peuples vont jouir des fruits de ce vivre ensemble que nous avons, qui nous a manqué, notamment en matière de transport, de transactions, des relations en gros diplomatiques, économiques, sociales et tout, parce que le Niger et le Togo et le Bénin, pardon, c'est les mêmes peuples quand vous allez à la frontière. Et l'honorable, je crois, Issa Alifou n'a de cesse de répéter ça, que c'est le même peuple, c'est la même langue, c'est la même sociologie pratiquement. Donc je pense qu'il est de bon temps que les relations se normalisent. Donc l'espoir est permis, étant qu'on vit, il y a de l'espoir. Oui, l'espoir est permis, bien évidemment, et on vient de loin, comme tu l'as souligné. Il y a eu le blocus imposé par le Bénin, le Niger qui s'est fâché, les frontières sont restées fermées, le Bénin ouvre ses frontières, le chef de l'État tend la main, le Niger qui rejette la main tendue du chef de l'État, les anciens chefs de l'État qui vont au Niger, qui acceptent de les recevoir, enfin la partie nigérienne vient au Bénin. Je crois que c'est un processus qui suit son cours, l'espoir est permis, et après ce cap, on va dire que l'espoir est définitivement permis. Et dans les tout prochains jours, je pense que c'est des responsables qui se sont retrouvés, qui ont échangé à cœur ouvert entre eux. Et donc, entre les responsables, les décisions courageuses, pertinentes seront prises pour que dans les tout prochains jours, on puisse constater dans les faits que vraiment, entre le Niger et le Bénin, la situation s'est effectivement normalisée. Le désamour est conjugué au passé. Voilà, le désamour. De miel. Vous êtes des analystes politiques, il y a forcément
des leçons à tirer de Exactement. cette situation douloureuse que nous avons subie, les deux pays jusque-là. Je voudrais attirer votre attention quand même sur, comment dit, la bataille en quelque sorte médiatique qui a eu lieu entre les deux pays, où tout ce qui se fait, tout ce qui se dit par les médias au Bénin est systématiquement suivi par le peuple nigérien de l'autre côté et vice-versa. Est-ce que vous n'avez pas pensé quand même que peut-être on a poussé trop loin le Rubicon, où il fallait quand même mettre de bémol? Ça dépend de l'angle sous lequel nous nous plaçons pour analyser les faits dont vous avez fait mention tout à l'heure. Je pense qu'en de pareilles circonstances, et chaque pays utilise les ressources à sa disposition. Et chaque média, il y a des médias patriotes dans tous ces pays. Et au Niger, comme au Bénin, il y a que certains confrères ou certains journalistes se sont laissés emporter par le flux des informations, par la défense des intérêts de chaque peuple. Je pense que les leçons à tirer est qu'en de pareilles circonstances, que les informations que nous publions soient des informations vraies, vérifiées. Et au-delà de ces informations, comme on le dit, les faits sont sacrés, le commentaire est libre, donc on ne peut pas refuser aux gens de faire leurs commentaires de façon libre, mais pas dans les insultes, dans les invectives. Donc je pense que certains quand même ont eu à faire des commentaires, ont eu à appeler les deux chefs d'État à quand même essayer de trouver une solution. Certains ont montré que le Bénin était quand même sur la bonne voie et qu'il n'y avait pas de base militaire. Et quand vous suivez ce qui s'est passé, les conclusions de la délégation, vous savez qu'il y a des confrères qui étaient sur la bonne voie, comme on le dit, qui ont fait leur travail de façon professionnelle. Au-delà de ça, je pense qu'en de pareilles circonstances, puisque ce sont deux peuples, et le passé a montré, quand vous jetez un regard passéiste, vous allez comprendre que le Niger et le Bénin, c'est les mêmes peuples. Et donc je pense qu'en de pareilles circonstances, il faut quand même de la retenue. Et ça montre que nous, journalistes, nous avons un rôle très important dans la résolution de ces crises-là. Ça ne sert à rien de mettre... un rôle qu'on doit reconnaître, que les autorités doivent reconnaître, que les peuples doivent reconnaître. Je vais vous dire, en dehors de certaines autorités qui ont, je vais dire ça comme ça, sans maquiller les mots, qui ont du mépris, on va dire ça comme ça, envers les journalistes, parce que nous sommes le quatrième pouvoir. Quoi qu'on dise, s'ils font quelque chose, si la presse ne relève pas, il n'y aura pas des impacts. Regardez le nombre de projets et programmes que le gouvernement béninois est en train de mettre en place. Vous savez, ces projets et programmes n'atteindront pas les populations s'il n'y avait pas une communication autour. Et donc, ils ont compris. Je pense qu'ils sont dans cette disposition. Et au-delà de ça, c'est vrai que nous devons être patriotes, mais nous avons un rôle social très important. Parce que nous sommes, comme on le dit, on peut susciter des choses dans le pays. On peut mettre de l'huile sur le feu. On peut mettre le feu à la forêt, comme on le dit. Pas à dessein, hein, pas à dessein. Non, pas à dessein, ça peut arriver. C'est pourquoi, à des moments donnés, nous devons relire pour voir s'il n'y a pas des phrases qui peuvent quand même embraser. Et donc, même dans nos productions audiovisuelles, c'est quand même important. Et je pense que dans les rédactions, les rédacteurs en chef, les patrons de ces rédactions n'ont de cesse de rappeler ceux qui font le travail de façon professionnelle. Je crois qu'il y a quand même du professionnalisme au niveau de la presse béninoise, on va dire ça comme ça, même si aujourd'hui, elle n'est plus ce qu'elle est, même si aujourd'hui, comme l'a dit le nouveau président de la HAC, on n'est plus fier d'être journaliste. Moi, en tout cas, moi, je pense que... Vous voulez me pousser vers le deuxième sujet, mais je vais permettre à Stéphane de placer un mot avant qu'on ne passe au deuxième sujet vers lequel vous m'obligez. Non, mais ce qui a lieu de relever, c'est que les autorités des deux pays, les chefs d'État, on va dire ça comme ça pour les citer, ils ont compris que les médias ont joué un rôle important dans cette crise-là, dans la résolution de cette crise-là. Au moment où le palais de la présidence... Les médias ont d'abord joué un rôle important pour attiser la flamme, mais aussi dans la résolution. Pas tous les médias. Dans la résolution, dans la crise. Ce que vous appelez flamme ici, c'est... On va appeler ça, on va peut-être maquiller les choses pour dire que c'est du patriotisme que les gens ont fait, parce que personne ne peut accepter qu'on attaque son pays, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Quand même, il y a cette fibre-là qui peut parler. Donc, je pense que certains confrères n'ont pas pu retenir cette fibre-là et ils ont montré qu'ils sont béninois, qu'ils sont des journalistes patriotes. On ne peut pas leur en vouloir. Mais ce qu'on va demander, c'est que chacun tire leçon de cette crise-là, que ce soit journaliste ou autorité politico-administrative,
comprendre qu'en de pareilles circonstances, il faut de la retenue, surtout les journalistes, dans le traitement de l'information, dans les commentaires, dans les analyses. Il y en a même qui ont dit que le président nigérien est devenu fou. Moi, j'ai vu on a mis ça, mais je dis, ce n'est pas possible. C'est quoi qu'on dise, il est le président d'un pays. Quel que soit le système politique, c'est un président, donc on lui doit. C'est une institution, si vous le permettez, c'est une institution, donc on ne peut quand même pas dire qu'il est fou. Donc je pense qu'il faut de la retenue en de pareilles circonstances. Et donc c'est quand même une occasion pour nous de nous remettre en cause, pour les journalistes en général, parce que les autres ont mal fait, qu'il faut les rejeter. Non, nous sommes tous des journalistes. C'est le moment de nous remettre en cause, de revoir le traitement de ces informations en matière de crise. Qu'est-ce que le journaliste doit dire? Qu'est-ce que le journaliste ne doit pas dire? Qu'est-ce que le journaliste doit dire pour quand même amener les autorités à comprendre ce qu'ils ne sont pas en train à voir ce qu'ils ne voient pas pour les accompagner dans la résolution de cette crise-là. Oui, au-delà, puisque tu as parlé des leçons qu'on peut tirer qu'on doit tirer. Aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau des autorités, des personnalités politiques. C'est vrai que... On a vu des conférences de presse du côté du Niger, on a vu des réactions isolées du côté du Bénin et tout. Oui, c'est vrai qu'il y a la prise de conscience du rôle du journaliste. Il y a également la responsabilité du journaliste dans la gestion de ces crises, de ces conflits, pour ne pas embraser le pays ou les pays. Mais au-delà de ça, il y a qu'au niveau sous-régional, on doit, quand on est dans une communauté, on doit savoir qu'au-delà de l'aspect communauté, il y a l'aspect souveraineté. Ça, c'est très important, parce que ne pas prendre ça en compte peut susciter un certain négocentrisme patriotique. Je vais dire ça entre les griffes. Et ça peut conduire à des situations auxquelles nous sommes arrivés là. Et puis, nous ne devons pas, dans la mise en œuvre des résolutions au niveau communautaire, nous ne devons pas occulter la proximité des États, l'intégration des États. C'est très important. Ne pas en prendre cela en compte peut conduire à un certain nombre de situations. N'allons pas remuer le couteau dans la plaie, cela est conjugué. Nous tirons les leçons. Nous tirons juste les leçons. Le plus important, c'est de savoir que nous sommes dans une communauté, nous nous côtoyons, nous sommes les mêmes, et dans la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions, nous devons prendre de la hauteur, faire preuve de sagesse. Ensuite, on ne peut pas vivre quand on est État et qu'on est dans des relations bilatérales, on ne peut pas vivre dans des climats de suspicion, dans des climats de méfiance, et dans une position complotiste. Non, ça n'arrange pas les choses. Il faut pouvoir se faire mutuellement confiance. C'est très important. Et quand il y a des problèmes, on ne doit pas se prendre comme des ennemis. Nous sommes des pays frères, surtout quand on a des proximités comme celle qu'on a avec le Niger. On ne peut pas se prendre comme des ennemis. Nous sommes des pays frères. Et quand il y a des situations, qu'on ait le courage de s'affronter, de se dire les vérités en face, de se dire les gbers, voilà, évidemment, et de taire toute forme de suspicion, divergence, etc. Cela est très important. Heureusement que finalement le bout du tunnel est enfin trouvé, tout cela est conjugué au passé et désormais on peut espérer que Bénin-Niger, c'est la fraternité qui se poursuit, c'est les relations bilatérales qui seront renforcées, c'est la fluidité au niveau du commerce, du transport, des infrastructures, etc., etc. Voilà des informations qui donc vont apaiser les cœurs et rassurer les Béninois et les Nigériens et qui, pour la première fois, ont été écoutés par cette délégation et qui vont transmettre leurs doléances au chef de l'État, au pouvoir et à tout son gouvernement
puisque pour la première fois, les Nigériens résidant au Bénin ont eu l'occasion d'être écoutés par le pouvoir, par ceux qui ont pris le pouvoir et qui ont été qui ont envoyé des émissaires au Bénin. Et je pense quand même que ça, là aussi, c'est des motifs de satisfaction. Bien évidemment. Et c'est très bien qu'on puisse donc trouver un dénouement à cette crise pour poursuivre la vie communautaire et planétaire. Nous allons passer au deuxième sujet auquel Sergino me poussait à aborder tout à l'heure. Il s'agit de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, 7e mandature qui a été officiellement installée, les défis qui attendent Édouard Loko. Les défis qui attendent Édouard Loko, oui, sont certainement de plusieurs ordres. Je n'en parle pas. Je vais vous laisser la parole. Oui, les défis, Stéphane. Oui, il faut déjà féliciter le nouveau président qui a officiellement qui est entré en fonction. Qui a pris les rênes. Qui a pris les rênes et qui a placé l'église au centre du village. Non, il a dit qu'il le fera. Il le fera. Il ambitionne. Il n'a pas encore placé l'église. Non, il ambitionne. Il ambitionne. Et je crois qu'en prenant fonction, le président, notre président, a lancé les couleurs. Il a lancé les couleurs et il a dit de façon très claire qu'il ira à la fermeté. Et donc, c'est pour dire que la régulation sous le président Édouard Loko se fera avec fermeté. C'est ce qu'on peut retenir. Donc, les professionnels des médias qui entendent ce discours devront savoir que désormais, le professionnalisme doit être désormais de mise. Sinon, c'est sans état d'âme que cette mandature va frapper. Et donc, nous sommes appelés à la vigilance, nous sommes appelés au professionnalisme, nous sommes appelés à mieux faire le travail que nous faisons tous les jours d'ailleurs. Maintenant, quels sont les défis qui doivent être ceux du président Édouard Loko? Je crois que lui-même, il en a fait l'esquisse dans son dit discours. Je trouve qu'aujourd'hui, comme il a dit, hein, c'est l'initié qui revient au couvent et visiblement, les fétiches ne se portent pas bien. Donc, c'est de trouver le rituel nécessaire pour que les fétiches aillent mieux. Hein, trouver le rituel nécessaire pour que les fétiches aillent mieux, que les fétiches se portent désormais mieux. Est-ce que c'est parce que les fétiches ne se portent pas mieux, le rituel qu'ils ne font pas bien les choses? Oui, c'est maintenant le rituel qu'il faut pour que les fétiches se portent mieux. C'est déjà les réformes qui sont mises sur la table du chef de l'État. C'est de nous les révéler, je ne cesserai jamais de le dire, de nous révéler le contenu de ces réformes, de commencer par mettre en œuvre ces réformes, des réformes qui doivent aller non seulement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des professionnels des médias, la valorisation de la carte de presse, la résurrection, je vais dire, du fonds d'aide à la presse. À la presse, le FADEM, fonds d'aide aux médias, et également le nouveau format qu'on doit donner, le nouveau format qu'on doit donner aujourd'hui aux entreprises de presse. Je trouve que ces réformes-là, c'est vraiment des réformes importantes. Aujourd'hui, la carte de presse, nous l'avons, ça nous sert à quoi? Et donc, je trouve que le président de la HAC, qui maîtrise très bien les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels des médias, trouvera ce qu'il faut, trouvera la magie nécessaire pour que les choses soient remises à l'endroit. Puisque vous estimez que les choses sont à l'envers. Oui, bien évidemment. Ensuite, quand on revoit la constitution
en fait, la constitution de cette mandature, ceux qui sont à la tête de certaines commissions au niveau de la HAC, je trouve que quand on voit un certain conseiller, Basile Thibozo, à la tête des médias du secteur privé, quand on voit Barré à la tête, qui prend la commission de l'éthique, de déontologie au niveau des médias, je trouve que c'est des positionnements stratégiques qui vont contribuer à améliorer sensiblement la façon dont les choses se sont toujours faites au niveau de cette maison-là. Donc, on va espérer que dans les tout prochains jours, des actes forts seront menés pour le meilleur, pour le bonheur, je veux dire, des professionnels des médias. Alors, Stéphane espère le meilleur pour les professionnels des médias. Et vous, de votre côté, les défis qui attendent Edouard Loko et son équipe? Je serai un peu optimiste, comme mon cher confrère. Mais ce que je dois dire, c'est que si le chef de l'État désigne Edouard Loko, c'est que sûrement, il a lui-même, président de la République, une volonté manifeste d'assainir le monde des médias. Parce que quelqu'un qui prend un de ses conseillers, qui est un professionnel des médias, qui a fait toutes ces expériences que nous connaissons, qui a été ancien vice-président de la HAC et qui revient, et que c'est le chef de l'État lui-même qui le place, c'est que, ça marque une réalité. Selon moi, je peux dire des conneries. Vous n'êtes pas là pour les conneries, on ne va pas vous tolérer les conneries. Donc, je peux dire des conneries, voilà, mais la première réalité pour moi qui émerge de cette nomination de Edouard Loko installé, qui a pris le bâton de commandement de la 7e mandature de la HAC, c'est que, le président de la République a quand même, c'est selon moi, une manifestation de sa volonté d'assainir la presse, parce que depuis 8 ans, il faut le dire, la presse est restée l'un des enfants malades de la République, où on a pratiquement, on se dit que c'est quand même, on ne sait à rien. Il n'y a pas de réforme au niveau de la presse. Il paraîtrait que les conclusions des réformes, les réformes proposées sont sur la table du chef de l'État. Avec la nomination d'Edouard Loko, on espère que le chef de l'État aussi prendra à bras le corps les réformes au niveau du secteur des médias. L'autre chose que je m'en vais souligner, c'est que Edouard Loko a intérêt à travailler pour redorer l'image du professionnel de la presse, du journaliste. Je parle d'abord de l'image, je ne parle pas des organes de presse. Quelle est la perception que les populations béninoises, que les autorités politiques, que les acteurs politiques béninois ont des journalistes? Il faut que Edouard Loko puisse travailler à corriger cette perception qu'on a des journalistes. Le journaliste n'est pas un attardé, n'est pas un diminué de la société. Le journaliste, quand même, c'est une personnalité aussi. C'est un métier, le journalisme. Et donc, on n'est pas là, on ne fait pas du journalisme, on prend de l'essence au bord de la voie. C'est une profession. Et je pense qu'il a tout intérêt à redorer le blason de cette profession. Je pense que c'est un chantier phare, un chantier important pour le président de la HAC. Il ne le fera pas sans les journalistes. Et je pense que au niveau je pense que le personnage, comme il a dit, il a annoncé les couleurs et il a les moyens de le faire. Et moi, je voudrais qu'il quand même travaille à ce que la perception que nous avons des journalistes change, que le journaliste soit considéré. Et pour que le journaliste soit considéré, il faut que la carte de presse que nous détenons soit valorisée. Parce que moi, je me dis, à un moment donné, les policiers vous arrêtent, vous montrez la carte, ils ne regardent même pas la carte. Ils disent que tout le monde peut détenir cette carte-là. Bon, moi, je écoutez, je parle de mes... Je parle de mon expérience. Je vous dis... Les policiers que vous avez rencontrés, je vous dis, peut-être qu'ils sont de mauvaise foi. Ce que moi j'ai rencontré. Non, écoutez, il y en a qui ne respectent pas. Je le dis et je peux le dire devant qui de droit. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que la carte de presse soit valorisée. Et quand tu dis je suis journaliste et tu sors ta carte de presse, je ne parle pas de la carte de ton organe, la carte de presse, ce que l'État nous a donné, quand tu sors ça, il faut que ça soit respecté. Il faut qu'on te donne un laisser-aller quand tu montes ta carte de presse. Il faut qu'on te dise, qu'on te crédibilise quand tu montes ta carte de presse. Et c'est important pour moi. Je le dis parce que c'est ma profession. Je le dis parce que je ne suis pas journaliste et je vends de l'essence au bord de la voie. Quand vous allez au niveau des services des impôts, vous ne verrez pas mon nom dans les annales où je suis commerçant. Je suis journaliste. Et donc, je pense que les premiers chantiers, c'est
de redorer l'image, le blason de journaliste d'abord et au-delà du journaliste, des médias, des organes. Comment il faut faire la régulation de ces médias-là. Parce qu'il y a beaucoup de médias en ligne maintenant. Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut tuer les petits médias? En tout cas, je pense que le président, il a quand même l'étoffe nécessaire. Il va trouver les formules qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour quand même essayer de redorer le blason de la presse. C'est important pour moi, important d'autant plus que lui-même l'a dit, il a annoncé les couleurs qu'il mettra. Il ambitionne, c'est une ambition, il ambitionne de mettre l'église au cœur du village. Ce qu'ambitionne Édouard Lecaux. Il ambitionne de mettre l'église au cœur du village. Je pense que c'est très important. Et ce que moi, je vais demander à notre président, notre respectable président de la HAC, c'est de sortir un peu des anecdotes, laisser un peu des anecdotes pour du concret. Nous voulons du concret pour cette mandature-là. Et que l'autre chose qu'il faut souligner, et qu'il ne fasse pas le jeu des acteurs politiques, fermer les médias à l'emporte-pièce où on ne donne pas d'explication. Le jeu des acteurs. Je dis ce jeu, c'est. Ce sont les acteurs politiques ce sont des analyses. Demandent au président je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est des analyses, ce sont des hypothèses. Parce que nous sommes dans une république. Il a été nommé par quelqu'un, il est redevable envers cette personne-là. Et c'est une institution, la HAC. Et donc, l'institution, quand même, c'est quelqu'un qui répond de cette institution. Je pense de quelqu'un qui connaît la maison. Oui, il connaît la maison, mais ce que je dis, c'est qu'il ne tombe pas dans les pièges que les présidents de la HAC ont l'habitude de tomber dans ces pièges-là, fermer les médias parce qu'on régule. Non, il faut quand même donner les moyens. Pour réguler, il faut former. Vous parlez d'un professionnel avéré. Je sais, je n'en dis combien. Il y a des subtilités qui peuvent échapper aux professionnels avérés. Et donc, je sais de quoi je parle. Il faut quand même qu'ils soient à l'écoute. Et ce qui me réjouit, c'est que ils sont quand même deux ancêtres de la presse privée au niveau de la structuration de cette mandature. Il y a Baziti Ibozo qui quand même totalise plus d'une trentaine d'années dans la profession. Et donc, Édouard Lecaux aussi, avec lui, je crois que cette combinaison va donner quelque chose de très bon. Je présume. Je présume. Donc, pour finir, je tiens à dire que nous gardons espoir et que ça va changer. On a toujours dit, mais que cette mandature soit différente des autres mandatures, c'est ce que nous voudrions, parce que notre vœu a été exaucé. Que ce soit une mandature lumineuse. Notre vœu a été exaucé parce qu'on a toujours voulu un président de la HAC journaliste. Et il est venu. Vrai en plus. Oui, il est venu. Et donc, on souhaite que les aspirations profondes des journalistes soient quand même qu'ils répondent à ces aspirations et qu'ils nous donnent satisfaction. Donc, ce que moi j'ai à espérer, c'est que chacun, déjà à son niveau, puisse travailler à redorer le blason de cette corporation-là. Et l'autre chose que je m'en vais souligner, c'est comment on va faire pour quand même essayer de réduire un peu ce que nous avons l'habitude de constater sur les terrains de reportage. Des gens qui débarquent, qui viennent et qui ne sont dans aucun organe et qui disent qu'ils sont journalistes. Et il y a quand même, de jour en jour, on constate que le nombre évolue. Et donc, il faut quand même essayer également de trouver la parade pour pouvoir corriger cet état de choses, pour que on ne mélange pas torchons et serviettes. Oui, pour ne pas dire ses pieds aussi, si vous voulez. Oui, je veux dire que je veux revenir sur un aspect évoqué par Sergino. Lequel? C'est que tu essayais de le taquiner tout à l'heure, mais c'est pertinent ce qu'il dit. On est tous conscients de ce que les institutions béninoises sont des institutions autonomes. Quand il y a un président, il a une autonomie de gestion, etc. On maîtrise ça. On sait que le président Édouard Lecaux a l'étoffe, la carrure nécessaire. Ce n'est pas quand même l'expérience nécessaire pour avoir fait tout le parcours qu'il a fait. Je ne le vois pas dans une posture de marionnette. C'est même pas concevable, c'est même pas possible. Vous voulez dire posture de Bénin, oui. Oui, je ne le vois pas dans cette posture. Mais c'est que les politiciens, ce n'est pas forcément notre chef de l'État, mais celui qui a le pouvoir politique a toujours tendance à en abuser. C'est valable dans tous les pays. Et donc, si vous êtes à une position donnée et que vous n'avez pas une certaine étoffe, c'est vite fait de tomber dans ce panneau. Et donc, c'est juste un appel. Je considère ces propos comme un appel à la vigilance. À la vigilance. Et puis, l'autre chose, s'il n'est pas aussi vigilant en cette matière, c'est qu'il risque, à la fin de sa mandature, il risque d'être hué par les professionnels des médias. Parce que s'il met en œuvre des réformes qui sont
totalement aux antipodes des désidérata, des professionnels des médias. Vous voyez ce que ça peut causer. Donc, je trouve que c'est bon le cadeau qu'on lui a donné en étant chef, en étant président de la HAC, mais que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Et pour que ce ne soit pas un cadeau empoisonné, il lui reviendra d'être vraiment vigilant, de savoir qu'il est un produit de la presse privée. Donc, il connaît, ça veut dire qu'on n'a pas à faire asseoir le président de la HAC pour lui dire ce que nous connaissons aujourd'hui. Même dans son salon, dans son divan, même dans son lit, il voit, il sait. Ça n'a pas varié, ça a toujours été la même chose depuis des lustres. Donc, il comprend. Donc, il lui reviendra de faire l'alliage, la jonction nécessaire. C'est tout ce que nous lui demandons entre les exigences politiques et le besoin que nous exprimons en tant que professionnels des médias pour qu'ils puissent voir ce qui sera faisable. Et il faudra maintenant que les fêtières l'accompagnent. Parce qu'il y a des choses que le président de la HAC ne peut pas faire. Il faut le concours, le lobby, le plaidoyer des fêtières. Maintenant, que sont devenus aujourd'hui nos fêtières? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Nos fêtières sont ce qu'elles sont. C'est vrai que ces derniers temps, on a constaté un remis-ménage. On va espérer que tout cela soit remis à plat, que nos fêtières soient plus vivantes que jamais, en accompagnant véritablement le président de la HAC qui est là dans la réussite véritable. Parce que si Edouard Loko, le président Edouard Loko, échoue, c'est toute la presse béninoise qui a échoué. Moi, je trouve que c'est même sous cette mandature que nous devons faire attention, être plus professionnels que jamais, en faisant honneur à notre président. Et c'est ce qu'il nous demande justement. C'est vraiment important. Nous ranger pour savoir que nous avons un des nôtres qui est là et nous devons tout faire pour lui faire honneur. Si nous faisons ce que nous voulons, comme bon nous semble, comme il a dit, ce serait avec fermeté qu'il va sévir et on n'aura nos yeux que pour pleurer, pas pour l'accuser. Donc, on doit l'accompagner dans la mise en œuvre des différentes réformes, espérant que ces réformes seront conformes à nos besoins, à nos réalités. Que ce ne soit pas des réformes qui vont marcher sur les petits et faire pousser les grands. Il ne faudrait pas qu'il y ait une réforme, comme vous êtes en train de dire, où les gros poissons vont manger les petits. Les petits poissons, c'est pas ce que nous souhaitons. Alors, Sergino, j'ai quand même entendu le président de la RAC, sauf erreur de ma part, dire qu'il y a des badauds qui vont s'asseoir sur des plateaux pour faire des débats. Donc, ça veut dire qu'il y aura quand même un suivi plus méthodique des choses. Mais également, j'ai écouté une plaisanterie de celui-là qui a donc fait des commentaires sur l'habillement de Edouard Loko. Je ne sais pas si vous avez entendu cette plaisanterie qui lui recommandait de ne plus mettre les costumes, qu'il était coincé de mettre des agbadas. Cette plaisanterie n'est pas du goût de tout le monde. Non, et puis non, moi, je pense quand même que c'est à une autorité que l'on s'adresse. Là, je trouve que c'est un problème, d'éducation, d'assainissement moral. Parce que quand on veut s'adresser, même du point de vue de notre éducation basique. Ce n'est pas sur la place publique. Quand tu veux t'adresser à un aîné, il y a une posture qu'il faut adopter. Maintenant, le dire à une personnalité qui occupe la première place d'une institution aussi respectable et respectée comme la HAC, je trouve que c'est malsain. Et ceux qui viennent étaler leur carence morale, leur carence éducative sur la place publique, il faudra trouver les moyens pour les recadrer de la manière la plus virulente possible. Je m'en vais souligner rapidement, c'est que moi, je tiens à remercier le chef de l'État qui vient de réaliser un vœu de nous qui sommes professionnels des médias. On a toujours voulu qu'un professionnel des médias dirige la HAC. Il a fait. Et ce qui a lieu de faire, comme il a dit, c'est que nous puissions travailler. Et on ne peut pas travailler sans les moyens. On a noté qu'en 8 ans,
on n'a pas eu grand-chose à part ça. À part ça, ce qu'il vient de faire, c'est quand même encourageant. À part nommer un professionnel comme président de la RAC, mais au-delà de cette nomination, nous voudrions quand même que le chef de l'État puisse jeter un regard au niveau de la presse béninoise, s'il a quelque chose à faire, parce qu'il ne lui reste que quelques mois seulement, pour ne pas dire que quelques années. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, pour quand même essayer de redorer et que son nom également puisse être inscrit dans les annales de la presse béninoise, que c'est au moment du président, c'est quand le président Patrice Talon était président de la République que nous avons eu un certain nombre de choses. Mais la première chose que nous avons eue, c'est déjà ça. On a eu un président de la RAC qui est professionnel des médias. Au-delà de ça, quelles sont les réformes qu'il entend mettre en place pour quand même redorer l'image et changer la perception que la population a du journaliste. Parce que pour avoir une bonne perception, ça dépend de la posture du journaliste. Et pour avoir une bonne posture, quand même, il faut que l'estomac soit bien rempli. Et un estomac bien rempli peut produire des merveilles. Et le président de la RAC va constater dans les jours, les semaines à venir qu'il n'y a plus de ados sur les plateaux de télévision. Nous qui avons, c'est une opportunité, une chance d'aller sur les plateaux de télévision, c'est que nous sommes quand même quelque chose. Et vous le savez, je ne me jette pas de fleurs, je ne me jette pas de fleurs. Vous n'avez pas réagi par rapport à cette non, c'est ça. Je suis en train de la présidente de Mauvais Tour, il a quand même dit par rapport à l'habillement, mais par rapport à ce que le président de la RAC a dit, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on connaît le nombre de télévisions que nous avons à Cotonou et au-delà de Cotonou. C'est pas tout à fait vrai qu'il y a des badauds vont s'asseoir pour faire des débats. Peut-être que sur la Web TV, encore que moi je n'en connais pas. Je pense que nous qui avons quand même cette opportunité, nous qui donnons notre accord et allons sur ces chaînes de télévision, nous ne sommes pas des badauds. Nous sommes des professionnels des médias reconnu par l'État béninois parce que je suis détenteur de la carte de presse. Oui, je voudrais ajouter, en guise de conclusion, je voudrais dire que c'est vrai, nous avons parlé des défis selon notre point de vue, notre perception, parce que les défis sont contenus dans les réformes qui seront appliquées, qui seront mises en œuvre dans les tout prochains jours. On va espérer que ces réformes-là, qui vont constituer les axes forts du mandat du président Edouard Loko, ces réformes seront en harmonie avec vraiment ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est que nos conditions changent et qu'on ne soit plus, on ne perde plus cette fierté d'être journaliste. Nous voulons nous sentir fiers d'être journaliste. Quand on dit est-ce que tu es journaliste, que je sois en mesure de dire oui, je le suis, et que j'exhibe ma carte de presse, et que lorsque j'exhibe ma carte de presse, qu'on m'ouvre les portes, que les informations me soient accessibles, que j'ai droit à un soin de santé équitable, avec une prise en charge telle que cela, les tests le recommandent. Je trouve que c'est ça ce que nous souhaitons. Edouard Loko, désormais président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour 5 années. Et donc, nous lui souhaitons plein succès. Et je vous remercie d'être venu, Stéphane et Sergino, sur ce plateau pour aborder ce sujet et aussi l'autre sujet, cette délégation nigérienne qui était chez le président Talon. L'espoir est permis, disiez-vous, sur ce plateau, la RAC 7e mandature installée. Les défis qui attendent Edouard Loko, vous en avez parlé. Merci d'être venu. Stéphane Ahinou-Khossou, vous êtes journaliste, analyste politique, et Sergino Lokossou, vous également, journaliste, analyste politique. Rendez-vous disponible davantage. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. C'était donc Marcel Yedo qui était à la réalisation de cette émission. Emmanuel était au son avec Gérard. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Partagez l'émission sur les différentes plateformes. Likez également. Faites vos commentaires et soyez courtois. Merci à toutes et à tous et à bientôt.